Le terme dit recouvre des réalités diverses que réunit un mode de parole particulier. Cette parole est dite et non chantée. Cette parole est dite à la première personne, elle se pose donc comme autobiographique. Cette parole est dite à la première personne pour transmettre une expérience dans une perspective didactique, voire édifiante. Parce que le dit raconte une expérience personnelle, la dimension narrative y est centrale. Les évolutions de ce genre s'expliquent notamment par la distance temporelle qui sépare les dits du XIIIe siècle de ceux de la fin du XVe siècle. Commençons par le lyrisme personnel qui se développe au XIIIe siècle, et intéressons-nous plus précisément à Rudebeuf. Ce poète incarne cette importance que prend alors la mise en scène du moi. Mise en scène qui peut parfois prendre un sens quasi théâtral. Le genre du dit est intimement lié à cette théâtralisation du moi. Ce lyrisme non courtois adopte un style simple qui va de pair avec l'humilité du propos. Nous ne savons que peu de choses de Rudebeuf. Poète de profession, originaire de Troyes en Champagne, il fait carrière à Paris. Son œuvre poétique est constituée de dits, dans lesquels il se plaint de sa misère, comme par exemple dans le dit de la Grièche d'hiver. Le poète nous parle de lui, et ses confidences se présentent comme authentiques. Il est pourtant impossible, sinon inutile, de chercher à évaluer la part de vérité dans ce qu'il raconte. Ce qui importe, c'est la posture qu'il adopte. Les dits de Rudebeuf oscillent entre le pathétique et la satire, l'allégorie et le réalisme, la polémique et le burlesque. À des tableaux saisissants de la misère du poète succèdent des jeux de mots plus légers. L'unité de cette œuvre lui est donnée par cette prise de parole à la première personne. Ce long monologue, quasi théâtral au style simple, imite le ton d'une confidence improvisée et désinvolte. Sans poser la question de la véracité de son propos, on peut noter qu'il s'agit aussi pour le poète d'utiliser les ressources du dit pour susciter la pitié de son mécène, par exemple dans La pauvreté Rudebeuf. Cette mutation du langage poétique, qui adopte un ton plus personnel et abandonne les thématiques courtoises, se ressent aussi dans le genre poétique des congés. Là encore, on est proche du théâtre. Adam de la Halle, qui a composé Les Congés, commence son jeu de la feuillée par justement un congé. L'auteur de la pièce et des congés se met en scène, récitant son propre texte à la première personne. La frontière entre le lyrisme personnel et le théâtre est ici abolie. Une mutation marque l'évolution de la forme du dit et du lyrisme à la fin du Moyen Âge. C'est la séparation de la poésie et de la musique. Guillaume de Machaut est le dernier poète musicien. Eustache Deschamps, son disciple, n'est pas musicien. Dans son art de dicter et de faire des chansons, il dissocie la poésie de la musique. Il est remarquable que ce premier traité de versification française, qu'est l'art de dicter, utilise dans son titre le verbe dicter. Le dit va marquer la production poétique de la fin du Moyen Âge. Le dit évolue au cours du XIVe siècle pour devenir la forme de la littérature courtoise, en particulier grâce à Guillaume de Machaut. Cette forme offre un cadre semi-narratif, autobiographique, au moins par convention, parfois en prose. Dans ce cadre viennent s'insérer des pièces lyriques qui permettent d'introduire des commentaires affectifs. Ces insertions sont en même temps reliées entre elles par le recours à des formes fixes, comme la ballade, le rondeau, constituant en filigrane un recueil poétique. Le cadre narratif peut alors progressivement s'effacer. Les pièces lyriques entretiennent, par leur organisation en recueil, une certaine continuité. Le modèle est le Voirdie de Guillaume de Machaut, dans lequel le poète musicien raconte son histoire d'amour avec une jeune fille qui s'appelle Toute Belle. Celle-ci est tombée amoureuse du poète en lisant sa poésie. Voir, dans le titre, signifie vrai,
L'auteur insiste sur la véracité de l'expérience amoureuse qu'il relate. Le dit conserve alors les caractéristiques qu'il avait déjà au XIIIe siècle. Mise en scène du jeu de l'écrivain qui parle au présent, revendication de l'authenticité de l'expérience, prétention à l'enseignement. Le sujet n'est plus la misère du poète, mais le bilan d'une expérience amoureuse. La thématique est courtoise. À cela, on peut ajouter un autre critère formel, l'exigence de la discontinuité. Cette discontinuité est temporelle. Un narrateur réfléchit au présent sur une expérience passée. Cette discontinuité est aussi formelle. Des pièces lyriques sont insérées dans un cadre narratif, provoquant des pauses dans la narration. La narration et sa linéarité sont alors concurrencées par une autre temporalité, qui, elle, est esthétique et littéraire. Le lecteur, invité à réfléchir avec le narrateur sur l'expérience amoureuse dont il est question, doit aussi porter sa réflexion sur la forme du texte. Le dispositif de l'insertion est souligné par la mise en page du manuscrit, mais aussi par le narrateur lui-même, comme par exemple dans le prologue du Voirdi.